Bonjour à tous. Comme j'ai dit tout à l'heure, Amos Oratoun, BIM Manager chez Ingérop. Je vais vous présenter rapidement un petit peu Ingérop, le département dans lequel j'interviens. Et je vais vous présenter ce qu'on a fait sur le centre d'exploitation de la ligne 18. On a fait plein de choses, mais là, je vais me focaliser sur ce qu'on a fait au niveau des réseaux. Et je travaille avec Haidong et Alexandre Victor, qui sont dans le même département que moi. Donc, Ingérop, pour une présentation rapide, c'est un groupe français d'ingénierie qui intervient dans 4 grands domaines d'activité, donc le bâtiment, eau, environnement, énergie, industrie, ville et mobilité. Ingérop est réparti sur 25 sites en France, avec 1400 collaborateurs sur la France. À l'étranger, c'est 50 implantations, dont 25 à l'international, et une activité dans plus de 80 pays. Et nous avons environ 350 collaborateurs à l'international. Ce sont les quatre départements que je viens de vous présenter là tout à l'heure, donc bâtiment, eau, environnement, énergie, industrie, sachant que nous intervenons dans la partie ville et mobilité. À l'intérieur de ce département, il y a 2 pôles, on va dire, ville, infrastructure, où on va retrouver les aménagements urbains, on va retrouver les routes, autoroutes, ouvrages d'art, l'urbanisme et tout ce qui touche à l'aménagement d'une ville. Et on va avoir un pôle ferroviaire qui sera plus axé et orienté rail. Et on arrive au centre d'exploitation de la ligne 18. Donc la ligne 18 qui va relier Versailles à l'aéroport d'Orly. Et donc sur cette ligne, nous avons le centre d'exploitation qui est situé à Massy-Palaiseau. Et donc là, on a un rendu 3D en bas où on peut voir le SMI, le SMR, et sur l'extrême gauche, le PCC qui a un poste de contrôle et de sécurité. Et donc, ce site est sur environ 8 hectares. On avait donc à concevoir tout le site en mode BIM. Donc, les bâtiments ont été modélisés sous Revit avec leurs composants. Et toute la partie aménagement extérieur, donc ce qu'on voit là, les voies, les zones de végétation, tout a été fait en utilisant Civil 3D. Et en dessous de ces voies-là, nous avons tous les réseaux qu'on a sur le site. Et donc, on a essentiellement l'image qu'on voit là-haut, qui est une extraction de Navisworks. Tous les composants extérieurs ont été réalisés sous Civil 3D. Donc, Civil 3D couplé au seul assembly composer que je vais présenter. Les contraintes. Donc, en réseau, sur ce site-là, nous devions installer un DALO, un système de stockage pour l'assainissement souterrain. Donc, on avait environ 8000 m3 d'eau à stocker, des systèmes alvéolaires, des EU. On avait aussi à mettre en place l'alimentation des voies, l'alimentation des bâtiments, tous les réseaux multitubulaires, la BT, vidéosurveillance, des réseaux sous pression, un réseau de chaleur, un corridor écologique à respecter, donc avec des contraintes pour ne pas le faire traverser de réseau. Et j'ai mis des modes d'arbres parce que ça fait partie du corridor écologique, mais il y a un certain nombre d'arbres qu'il fallait implanter sur le site et il fallait donc se rassurer que nous ne mettons pas en dessous de ces arbres des réseaux ou autres. Et on devait aussi respecter un certain voisinage des réseaux et puis optimiser le terrassement. Donc la demande du client était bien entendu d'optimiser le terrassement et de livrer à la fin un projet en 3D, en IFC, pour qu'il puisse l'intégrer dans la maquette globale. Et puis nous étions en phase, donc on a démarré en phase AVP, on a poursuivi jusqu'à la phase Pro, donc il y a eu plusieurs itérations, plusieurs changements sur le site. Donc vu que le site est très restreint, qu'on a les bâtiments, qu'on a tous ces réseaux-là
à mettre. Et il fallait qu'on s'assure que cela fonctionne. Et en plus, quand on avait plusieurs itérations, il fallait qu'on trouve des méthodes qui nous permettent de concevoir intelligemment. On a, donc là, c'est le site. On voit un petit peu là le tracé des réseaux et les dallots. Donc, ce que j'ai tracé là en noir, ce sont là les grands dallots là, que nous voyons, donc 3 mètres par 2 mètres, et qui traversent tout le site. Et donc, au milieu de tout ça, voilà, tous les réseaux doivent pouvoir tenir, vivre et alimenter les sites auxquels ils sont destinés. Les logiciels qu'on a utilisés, donc on a utilisé AutoCAD Civil 3D et SubAssembly Composer, Revit pour la partie bâtiment et puis Navisworks pour assembler tout ça. Sur Civil 3D, j'ai mis là sur la gauche tout ce qu'on a modélisé, donc les surfaces, le terrassement, les murs de soutènement, les réseaux secs, réseaux EU, les réseaux sous pression, les couches de chaussée, des voies et voiries. Les données géotechniques, en fait, on a modélisé en surface les toits des couches géotechniques. Et puis, tout ça, on les a exportés en solide 3D ou transformés en IFC. Donc, on n'avait pas d'exigence de classification sur l'IFC final. L'idée, c'était juste de livrer au client. Et donc, ce que j'ai encadré en jaune, ce sont des choses qu'on a produites en se basant sur le SubAssembly Composer. Et on a opté pour cette solution-là parce que il nous fallait de la modélisation 3D, réduire les erreurs, standardiser un petit peu la production et pouvoir le déployer à plusieurs utilisateurs. Et donc là, SubAssembly Composer, c'est un module qui s'installe avec Civil 3D. Donc, il se trouve dans la palette d'outils Autodesk. L'interface du SubAssembly se présente comme ça. Donc, ça part pour le SubAssembly, juste pour donner un aperçu de ce que c'est. Donc, c'est comme un logiciel de codage visuel. Donc, à nouveau un aperçu. Donc, le SubAssembly donne le fichier qu'on obtient du SubAssembly, c'est un PKT, c'est un fichier .pkt, qui est un zip, en fait. Et quand on le dézip, on retrouve ces éléments-là à l'intérieur. Donc, un fichier ATC qui est un fichier de configuration, qui va être utilisé pour créer la palette d'outils et afficher les propriétés du SubAssembly. On va avoir un fichier CFG à l'intérieur, qui est un fichier de configuration qui va indiquer la version de l'éditeur et d'autres fichiers. Le fichier le plus important à l'intérieur, c'est le XAML, qui contient le code du SubAssembly. Donc, ce qu'on a de visuel, on a son support-là, qu'on peut ouvrir sur Notepad++ et le modifier, notamment pour modifier l'ordre des paramètres. C'est dans ce fichier-là qu'on revient le modifier et on le résip. On le renomme PKT et puis voilà, ça refonctionne. Donc, l'apprentissage. J'ai été introduit à SubAssembly Composer par Alexandre. Et donc, j'ai suivi une vidéo qui est sur YouTube, donc la vidéo de Jeff Bartel, et qui est assez claire. Donc, au bout des 2 premiers jours, on arrive à faire des choses, mais je pense qu'en s'entraînant assez sur SubAssembly, on commence à être efficace au bout de 2 semaines, je pense. Et en parallèle de la vidéo de Jeff Bartel, j'ai suivi en fait des vidéos sur Autodesk University, où il y a en fait énormément de ressources sur SubAssembly, sur Civil 3D et autres. Et donc voilà, ma formation s'est faite en ligne, coachée par Alexandre et vidéo. Oui, je me permets, effectivement, c'est une bonne source de données, le site Autodesk University EU. Il y a un EU Learning, toutes les sessions sont enregistrées. Et pour
pouvez faire des recherches par mots-clés, soit de personnes, si vous savez qu'elles sont intervenues, ou par produits. Et vous avez toute la liste des sessions qui ont été enregistrées que vous pouvez revisionner. Et en général, il y a des choses assez intéressantes. Les gens qui sont validés pour aller à IU, c'est qu'ils ont quelque chose d'un peu innovant, de particulier à montrer. Donc, c'est intéressant à consulter. Donc, effectivement, c'est un bon point. Ouais, c'est une bonne source de données et puis ça évite de perdre du temps à chercher des solutions peut-être que d'autres ont déjà trouvées. Et voilà, ça m'a beaucoup servi en tout cas. Donc, la méthode, en fait, le subassembly, ça commence sur papier. Parce que sinon, on est bon à le faire, le refaire, le recommencer. Donc, ce qu'il faut, c'est tout imaginer au début, tout imaginer tous les scénarios possibles, comment est-ce que les points vont être disposés, etc., les nommages et autres, avant d'y aller. Parce qu'au bout des 2 premiers jours, hein, j'ai commencé à faire les PKT, et j'ai recommencé tellement de fois. Et le retour d'expérience. Et en fait, ça, c'est inévitable. Et donc, voilà. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est pouvoir faire des réseaux, en fait, des réseaux secs, de tout type de taille possible, en maîtrisant les entraxes entre chaque réseau, le diamètre des réseaux, la disposition verticale, la disposition en horizontale et aussi le cadre. Donc on avait, comme on rencontre sur nos projets, on a des sections différentes pour alimenter les voies, pour alimenter les bâtiments, on a des multis, on a plein de choses et nous on voulait mettre en place un outil qui nous permette de faire ça. Et donc, on a procédé donc, en identifiant donc, des colonnes, des rangées et un cadre. Puis, du coup, on a commencé par matérialiser en fait la colonne dans le subassembly composer en créant en fait un flowchart pour le premier fourron. Puis, j'ai mis là une décision, parce que si un utilisateur veut créer qu'un seul fourron, il faut qu'il soit capable de mettre un seul fourron. Et après, s'il veut en mettre 2, 3, 4 ou autres, les autres sont des conditions. Et en fait, cette première ligne-là, elle est déterminante parce qu'on va y mettre des paramètres output. Donc, si les prochaines rangées ou les prochaines colonnes doivent avoir le même diamètre que la première colonne, il faut pouvoir le renseigner. Et puis, les autres paramètres qui sont là, enrobage, entraxe, X et Y, vont nous permettre de calculer en fait la largeur qu'il faut pour le cadre, hauteur et largeur. Et donc, après, il fallait gérer l'ancrage. Donc, mon premier fourreau, il doit avoir une couverture minimum 80 cm. Et quand je vais le déployer, il faut que je puisse savoir si à des endroits, je respecte pas la règle. Donc, on met une alerte dans le subassembly pour alerter à tout moment où mes fourreaux sont pas à plus de 80. Donc après ça, on peut également le gérer. Ok. Alors, c'est du géomètre. Oui. Oui. Alors, je sais pas, il faut cliquer dedans. Ouais. Okay. C'est parti. Je vois pas la barre défiler. Bon. Donc là, j'avais parlé de la position verticale des fourreaux. Donc là, on revoit à l'intérieur. Donc ça, ce sont les codes qu'on a rajoutés en fait aux liens et aux points. Puis sur les paramètres, donc là, il y a les entraxes, donc X et Y, qui vont me permettre de gérer et déterminer si je mets plusieurs fourreaux, par exemple, 5 ou plus. J'ai
j'ai les autres fourreaux qui se dessinent. Ouais. Je sais pas, je cherche la barre de défilement. En mode présentation, on la voit pas. D'accord, ok. Voilà. Ouais, parce que tu sais combien de traduire. Je pense que Bah, ça c'est pas grave, hein. quelques minutes. Souvent. Je l'ai pas mis je l'ai pas mis en accéléré. Je pensais le gérer en live. Je crois qu'elle est arrêtée. Ah, Je pense que c'est fini. super. Ouais. Et donc, pour le cadre, c'est une formule de si. Donc, une fois qu'on l'a imaginé, enfin, une fois qu'on a compris le principe, il suffit de l'écrire. Une fois qu'elle est écrite, on est à l'aise. Et puis, donc, on fait la même chose pour la partie horizontale. Et là, le cadre, du coup, donc pour le cadre, on avait besoin de gérer deux choses. Donc, le béton pour la multi, il fallait qu'à la fin, on puisse avoir le volume de béton qu'on va mettre pour les multi. Et la zone de sécurité, en fait, par réseau. Donc, donc on a mis une zone de sécurité qui sert uniquement en fait pour l'analyse de clash. On va faire une analyse de clash entre zones de sécurité pour savoir si les réseaux respectent leur voisinage respectif. Et donc donc dans Civil 3D, on va créer une palette d'outils et puis aller chercher le PKT en question. Et donc, en fait, le PKT, ça se gère comme un projet 3D. En fait, c'est un projet 3D et le PKT, ce n'est rien d'autre que la section. Et donc, on va créer un profil type et y rajouter en fait tous ces éléments qui ont été en fait, on va dire, programmés dans le subassembly. Et donc, on va retrouver dans Civil 3D le comportement exact qu'on avait dans le subassembly. Et c'est ce qui va nous permettre de générer un projet 3D. Puis du projet 3D, on va exporter des solides qu'on va convertir en IFC. Et ces solides, on peut leur ajouter des paramètres. Donc là, on le fait là pour des fourreaux. On l'a fait aussi pour du tunnel. Tant que c'est linéaire, c'est faisable et c'est gérable. Donc là, c'est juste l'application. Donc les fourreaux qui vont se dessiner. Et puis après, on peut nommer chaque rangée, mettre tout ce qu'il faut. Bon, dommage que je ne peux pas accélérer. Parce qu'après, je montre le. Si tu veux, il faut sortir du mode de présentation. Okay. Voilà, j'ai. Pas ici. Tu fais un échappe. Ouais. Non. Il est là. Celui-là. Voilà. Alors, si tu veux, tu peux le mettre pour être plus à l'aise. Tu mets grand. Et là, si tu joues la vidéo, tu vas voir la barre. D'accord, oui, parfait. Ah, par contre, je repartage. Oui. Tu mets dupliquer. Dupliquer. Voilà, donc, attends, tu vois, ce que c'est pas très génial, tu vas continuer sur ce module-là. Ouais, on va réduire ça. Et puis voilà. Et là, tu vois, tu as accès. Je te laisse gérer du coup là le temps de défi. Parfait. Voilà. Ouais. Donc après sur l'horizontale, je fais la même chose. Et attends, excuse-moi, là tu viens amener un autre PKT
Oui, à chaque ligne, à chaque tu ligne, rajoutes un PKT pour la partie horizontale. pour la partie horizontale. Donc, on a un PKT qui gère les colonnes D'accord. et une qui gère les rangées. D'accord. Et le PKT, en fait, qui gère les rangées, il démarre en étant vide ici, par une condition. C'est comme il y a déjà un fourreau qui est positionné là. Quand je viens le rattacher, ceci se dessine, mais le premier ne se dessine pas. Oui, d'accord. Mais dans le cas où j'ai rien en vertical et que je n'ai qu'une rangée, je peux, dans les paramètres, lui demander de dessiner celui-là. Ok. C'est une condition. D'accord. Et puis, en fait, les conditions, je les ai gérées avec les si. Si c'est une valeur de 1, il se dessine. Si c'est pas 1, il ne se dessine pas. Et donc là, c'est voilà la condition dont je parlais. Donc, là, quand je la mets à 1, voilà, la première, elle peut se dessiner. Et si je ne peux pas la dessiner, ni dessiner les autres, etc., je peux moduler. Mais tout s'est fait vraiment par plusieurs itérations et là, il y a quelque chose qui fonctionne à peu près. Qui marche bien, tu veux dire. Et donc là, c'est le cadre. Ouais. Donc c'est un autre subassembly que tu viens rajouter. Oui, ça, c'en est un autre. Et du coup, donc le cadre je vais aller dans les propriétés là, du PKT et lui demander d'aller chercher ces valeurs au niveau des colonnes et des rangées. D'accord, donc il s'adapte automatiquement. Il va s'adapter automatiquement parce qu'il va aller chercher, ce sont les formules qui ont été calculées, les outputs paramétrés qui ont été mis, la formule que j'ai montrée là précédemment. Et donc là, juste, je configure et puis je lui dis d'aller chercher ces valeurs-là et il va s'adapter. Okay. Voilà. Donc une fois que ces valeurs-là sont rentrées, si je modifie mon nombre de fourreaux ou autre, le cadre il suit et il s'adapte. Donc ça me permet de le faire qu'une seule fois et je peux choisir de dessiner le cadre ou pas, ou de mettre la zone de sécurité ou pas, etc. Le fait de mettre le cadre-là de sécurité, même en fait sans faire l'analyse de clash, directement en 2D, on voit déjà là où ça va et là où ça va pas. Et donc, Analyse de clash, Naviswap. Naviswap. Essentiellement. Alors, donc là, c'est l'illustration. Donc, voilà. Donc, après, donc là, tu as réglé ton PT type en fait. Je l'ai réglé. Ouais. Et puis après, j'ai fait des axes profil en long. Ouais. Parce que l'axe, on l'a quasiment déjà, parce qu'on a déjà le tracé en 2D. Oui. Il suffit de convertir ces lignes-là en axe. Et puis après, après profil en long, parce qu'après, il fallait gérer tous les croisements et autres. Dans un premier temps, on a tout mis à 80. Et puis, identifier tous les problèmes. Et puis, on a commencé à les corriger profil en long par profil en long. Et en fait, au début, j'avais voulu le faire avec les lignes caractéristiques, mais ça a été très compliqué. Parce que à partir de 2018, on peut générer des projets 3D simplement avec les lignes caractéristiques. À la place des axes et des PL. À la place des axes et des PL. Ouais. Et donc, en utilisant simplement la ligne caractéristique, c'était assez compliqué parce que je pouvais corriger une ligne caractéristique, penser que ça marche, et une fois que je me mets en mode visualisation comme ça marche pas, et je ne peux pas modifier les lignes caractéristiques dans ce mode-là.
en ISO, ou en tout cas c'est compliqué. Ouais. Et dans le profil en long, j'avais l'avantage de pouvoir projeter dans le profil en long les solides 3D. Donc, je pouvais générer les solides 3D issus du projet 3D, le projeter dans le profil en long et faire ma correction dans le profil en long. Ouais. AxPL, c'est quand même plus efficace à modifier en géométrie. Oui. Les lignes caractéristiques qui sont des polygons 3D en fait. C'est vrai que c'est pas la même approche en 3D. AxPL, je pense que c'est plus simple. Ouais. C'est plus simple, plus efficace. Ouais. Et donc, ça donne ça. Donc, on a effacé les règles. Donc, ce qu'on voit, si je peux. Alors là, il y avait un mélange avec des objets réseau. Des objets Réseau classiques, je dirais. Vas-y, continue. Qui était bleu et rouge. Oui. Ça là. Oui. Ça, c'est module assainissement de Tilly 3D. C'est ça. Tilly 3D. Et les réseaux sous pression aussi, pareil. D'accord. Pareil. Et donc, dans les itérations, on voit la flèche là. Donc, elles sont les corrections. Et puis, comme ça, on les vérifie directement dans Tilly 3D. Donc, effectivement, on a en rouge là le réseau EU et en bleu le P. Puis après, donc, export solide. Donc, quand on exporte les solides, c'est ce que ça donne. Ça, c'est les solides. Ça, c'est les solides. C'est les solides. Donc, les solides, les exporter dans un autre dessin. Ouais. Et après je fais IFC export pour sortir, pour en faire un IFC. Donc, voilà. Alors, vu que ça a marché pour les fourreaux, la même chose pour les matériaux. Et en suivant en fait exactement le même principe. Donc là, on a les matériaux de couche de chaussée, mais on voulait aussi modéliser les remblais au droit des murs de soutènement. Donc du coup, paramétrer un PKT en fait réutilisable qui puisse me servir pour la chaussée, donc la couche supérieure vers celle qui est la plus basse, et qui puisse aussi aller en sens inverse, qui puisse commencer par la couche du bas et monter. Dans le cadre d'un remblai. Je vais monter normalement une vidéo après. Et donc là, je vais rajouter en fait les matériaux. C'est 3 couches, ce qu'on voit là? Oui, là c'est 3 couches. Alors, en fait là, c'est 3 couches. Et puis on va voir là, je finis un truc qui s'appelle calcul. En fait, c'est une formule, c'est juste vide. Et ça va me permettre de rattacher en fait les couches, de dire à la couche, aux couches d'en bas par exemple, vous prenez la largeur de la couche du haut plus 20 cm de débord autre. Et donc dans le PKT calcul, il n'y a rien, il n'y a que des points et du calcul, quoi. Et pourquoi j'ai fonctionné comme ça, je t'explique rapidement. Ouais. Le truc, c'est que lorsque j'empilais des couches, j'ai parfois besoin que la couche du bas elle fasse 10 cm de plus que la couche supérieure. Et ou même gérer en fait les pans, parce que lorsque je vais remblayer au droit d'un mur de soutènement, je voudrais que la couche elle s'aligne sur la pente du mur de soutènement qui n'est pas totalement à 90 degrés. Et j'ai commencé à les gérer de manière individuelle. Et puis finalement, j'ai trouvé, d'ailleurs en allant sur Autodesk University, que je pouvais faire en fait des PKT composés uniquement de calcul. Et donc, lorsqu'on empile, lorsqu'on met des output parameters, pour que les PKT suivants puissent aller chercher leur valeur, il faut qu'ils soient rattachés à ces couches-là.
Donc, quand je crée ma première couche, je rajoute le BKT calcul, puis je mets ma deuxième couche, je mets le BKT calcul qui est vide, mais que je retrouve dans les paramètres. Et ce BKT calcul a des valeurs que j'appelle A, B, C, D. Et juste lorsque je vais paramétrer, je dis que le A, c'est telle largeur. Et je fais plus 20, plus 10, je fais ce que je veux. Donc, D'accord. et une fois que j'ai fait ce plus 10, peu importe comment va varier en fait ma couche du haut, ça va continuer à suivre. D'accord. Et ce PKT calcul, il te sert juste à gérer ces dimensions dont tu as Oui. besoin pour gérer d'autres les entités qui se trouvent dessous. C'est ça. D'accord. J'ai vu par l'autre, c'est Oui. entre les deux. D'accord. Qui se parlent entre eux. D'accord. Et donc, on va voilà. Alors, je pense, je vais, là, je vais changer la pente de la couche PA, changer les dimensions. Hop. Et puis, le fait de n'utiliser aussi qu'un seul PKT, ça nous fait divers. Oui. Ouais. Oui. Et je peux nommer chaque couche, les renseigner, etc. Je pense que c'est lorsque je vais montrer en fait le mur de soutènement, on verra mieux. Hop. Là, bon. Tac, tac, tac. Alors là, il y a un projet 3D. Oui, Ouais. c'est juste pour illustrer comment est-ce qu'on a, avec ça, en fait, généré les couches de voirie. Ouais. Parce que c'est une plateforme, c'est un petit peu différent d'un projet linéaire. C'était compliqué dans les angles et autres, mais ça demande du travail manuel pour corriger, etc. Mais finalement, on y arrive. Donc avec le PKT, après, dans le projet 3D, j'identifie les cibles, je leur attribue, et puis mon projet 3D va s'étaler pour créer ma plateforme. Voilà. C'est juste un bout, un exemple. Et après, j'exploite tout ça vers Naviswap. Donc là, ce sont les couches. Je vais aller sur la slide suivante. Ouais, d'accord. Et donc, comment je vais les amener dans Naviswap, c'est Donc là, c'est les solides. Tu as exporté les solides? c'est les solides exportés. Ouais. Les solides exportés combinés à des surfaces. Les talus, là, on les a gérés avec du surface, les lignes caractéristiques de pareil. Et donc voilà, je vais avoir du coup sur mon centre d'exploitation toute la plateforme en utilisant les projets 3D. Donc voilà. Alors, tac. Donc du coup, oui, et donc on a fait la même chose pour des murs de soutènement, et j'ai fait une petite présentation, donc là j'ai fait une extraction de la vidéo, c'est là et on a accéléré. Donc là on a géré pareillement, en fait là on avait des murs de soutènement qui étaient variables en fonction de la hauteur de terre derrière le mur. La section devait varier ou évoluer. Donc on a reçu en fait des géotechniciens un type de calcul en fait, qu'on a rentré dans le seul assemblé. Et après géré par le zonage en disant voilà, de telle zone à telle zone, ce sont ces paramètres-là, de telle zone à telle zone, ce sont ces paramètres. Dimensionner les murs. Oui. Et donc voilà. Donc la section du mur qui varie. Et après
Donc là, ça c'est le mur dans le seul assemblé avec son comportement. Et puis l'extraction de solide. Après, on a mis le drain au pied du mur et on pouvait, toujours avec une décision, choisir de dessiner ou de pas dessiner le drain. C'est toujours présent à l'intérieur du PKT et avec une décision, on peut l'afficher. Donc ça, c'est l'application dans Civil. Et le matériau dont je parlais en fait tout à l'heure, donc c'est que là, je lui ai indiqué un sens et à se mettre à l'envers pour que je puisse en fait empiler les couches de rendu. Et donc là, vu que mon mur, je reviens là-dessus, donc là c'est mon fameux calcul que j'avais déjà ajouté. Et donc là, je vais rentrer les valeurs et autres. Voilà, ça va plus vite. Le calcul va me permettre d'aller chercher en fait la largeur du talon du mur et déterminer en fait voilà, mon relais. Et donc là, c'est la formule que j'ai rentrée en fait avec A plus B. Et donc on va voir en fait ici que mon matériau ne touche pas totalement le mur. Et je vais aussi aller chercher en fait la valeur en fait de la pente du mur, qui en fait est aussi un output paramètre. Donc le matériau a les propriétés et il va chercher en fait la pente du mur devient en fait la pente extérieure de ce matériau. Donc là il s'aligne et je fais pareil pour les autres couches. Après, quand je vais rajouter des nouveaux matériaux, je peux dire que celui d'en bas c'est le limon, après c'est la grave ou ce qu'on veut. Voilà. Et c'est ce que ça donne. Et donc, quand c'est fait pour la première fois, après on le réutilise. Tac. Je pense que j'ai pas illustré. Non, bon, c'est bon. Je vais montrer l'extraction en fait de ça, mais je pense que je l'ai pas mis. Et puis je vais finir en fait par Revit. Lorsqu'on a modélisé en fait tous ces réseaux qu'on a fait, toutes ces choses-là, il nous manquait des chambres de tirage qu'il fallait positionner. Donc ils ont été positionnés sous Revit. Donc on a mis en fait les diverses chambres de tirage et pour vérifier que ça matchait bien entre Revit et Civil 3D. De Revit, on a exporté en fait le fichier NWC depuis Revit. Et dans Civil 3D, appeler ce fichier NWC qui s'affiche et qui va me permettre d'analyser. Donc pour le rajouter, c'est comme un isref en fait. Quand on va dans un isref, on va tout dernier, c'est écrit attacher le modèle de coordination. Et en fait, ça prend un fichier NWC. Et je vais chercher mon fichier NWC que je vais charger. Et comme isref, voilà, il se positionne et je retrouve en fait ce que j'avais dans Revit. Voilà. Donc là, je vais retrouver mes champs de tirage et vérifier si le positionnement est bon. Voilà, par exemple. Donc, on a fait ça pour les chambres de tirage, mais aussi pour d'autres choses qui étaient modélisées par le bâtiment. Parce que les réseaux extérieurs devaient se connecter sur ceux du bâtiment. Donc, on avait identifié ces points durs entre nous
et ceux du bâtiment, et ils pouvaient nous exporter en fait ces fichiers NWC pour qu'on fasse le contrôle assez rapidement pour savoir si, si tout est bon. Plutôt que de recevoir le fichier Revit complet qui ne me parle pas à moi, probablement à mon collègue. Et voilà. Tac. Donc là, c'est la maquette, on va dire, finale, la synthèse, et donc les modes d'armes qu'on voit là. Hein. Donc l'architecte nous a fourni ces armes-là dans Revit. On avait les points équivalents dans Civil, et avec ces points, on a généré les modes d'armes dans Revit. C'est iDong qui a géré ça. Je ne suis pas utilisateur Revit. Et après, on a tout importé et on peut vérifier. Et puis, on s'est rendu compte qu'à des endroits, voilà, ça ne marche pas. Et qu'il y a quelques petits problèmes. Mais bon, ça permet de les corriger une fois qu'on les a mis totalement en 3D. Donc là, on va voir les réseaux. Et là, les chambres qui viennent de Revit. Et le reste, en fait, dessiné dans Civil 3D. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on voit d'autre en dessous. Bon, je ne sais pas si on voit un point de coordination avec le bâtiment. Donc là, en fait, ce réseau-là en vert, il vient du bâtiment. Et celui-ci, c'est le nôtre. Donc, on pouvait avoir voilà, le NWC voilà, de ce réseau-là et vérifier que ça se coordonne bien. Et je ne sais pas s'il y a autre chose que j'ai illustré. Tac. Bon, voilà. Donc la maquette Navis, on l'a vu. Bon. Alors, donc tout ça, hein, cette gestion-là, là, passer entre tous ces réseaux, bah, c'est profil en long. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y avait des problèmes de fondation, tous ces pieux qu'il y a partout là. Oui, ça, les pieux, c'est. Le site est compliqué et que les fondations sont. Le site est très compliqué. J'ai l'impression qu'il y a des pieux partout sous tous les bâtiments. Oui, tous les bâtiments sont effectivement sous les pieux. Et non, le site est compliqué et dense dans l'utilisation voilà, de cette méthode-là. Sinon, voilà encore un clash qui est resté. On l'a jugé mineur parce que c'est de la BT. Et là, les massifs, pareil, en fait, l'éclairage a été fait en fait par une autre entreprise qui utilisait Revit, qui se basait sur la maquette principale. Et donc, nous, on a modélisé les massifs, pareillement que les modables dans Revit, et le tracé du réseau dans Civil. Voilà. Ah oui, aussi l'intérieur des bâtiments. Oui. Là, c'est autre chose. C'est autre chose. Et puis, next step, c'est il y a le son. Ouais. C'est coupé. Je sais plus, je sais pas. Non, c'est moi c'est pas grave. Vous allez subir le son. Non, mais tu veux pouvoir. Là, avec ça, je vais voir si je peux pas. Je crois que le son. Allez. Voilà. Parfait. Donc, c'est un export la rapine pour le moment vers InfraOx. La maquette Revit. Bon, là, on commence à explorer le fait de ramener tout ça dans l'environnement InfraOx. Voilà. Pour l'instant, c'est du Revit que vous avez ramené dans. Revit et Civil 3D. Et Civil 3D. Et Civil 3D. Je sais pas si on fait là les réseaux. Là, on retrouve le réseau tracé dans
consultant civil. Là, c'était que l'assainissement et les réseaux EU que j'ai ramenés. Mais voilà. Ok. Voilà un petit peu. Bien.